vais commencer par remercier les organisateurs pour m'avoir invité à cet atelier. Je m'appelle Bruno Pradine, je suis pharmacien, chercheur et militaire. Je travaille à l'IMTCSA, l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées, qu'on connaît plus sous le nom de FARO. Je suis responsable du laboratoire de chimiosensibilité du paludisme. Donc en quelques mots, notre but, c'est de cartographier la résistance aux antipaludiques, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Et puis après, on a une autre thématique qui est de cribler des nouvelles molécules pour avoir de nouveaux antipaludiques, et puis finalement de décortiquer les mécanismes d'action de ces molécules. Là, je vais vous parler donc, de la résistance à la chloroquine, et puis je finirai par finalement, peut-on réverser cette résistance à la chloroquine? Donc juste un petit rappel, finalement, les antipaludiques, on peut les classer sur leur point d'impact. Les gamétocides, qui vont agir sur les formes sexuées et sur les formes hépatiques. En fait, il y a très peu de molécules qui agissent à ce niveau-là. Les principales, en fait, c'est les amino-8-quinoléines avec la primakine. Les schizanticides qui vont agir donc sur les formes érythrocytaires asexuées, et donc là, finalement, c'est la plupart des antipaludiques qui vont avoir cette action. Avec les lysosomotropes, donc tous ceux qui vont pénétrer dans la vacuole digestive, pour la plupart s'y accumuler, comme tous les amino-quinoléines, les aminoalcools, éventuellement les dérivés de l'artémisinine. Les antimétabolites, avec tout ce qui est proguanil, pyrimétamine et sulfadoxine. Les inhibiteurs de la respiration parasitaire, en fait, c'est les dérivés de l'ubiquinone, c'est en fait la tobacone. Et finalement, les antibiotiques comme la doxycycline. Donc la résistance, en 1961, dans les années 60, elle commence à apparaître finalement en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Quelques années plus tard, on a une extension en Asie et extension en Amérique du Sud. Pour finalement, 10 ans plus tard, apparition de cette résistance au Kenya. On continue, 10 ans plus tard, on retrouve dans quasiment toute l'Asie, toute l'Amérique du Sud et une bonne partie de l'Afrique. Finalement, en 2005, on peut dire qu'on a de la résistance à la chloroquine quasiment partout où on a du paludisme. Donc il est plus ou moins marqué cette résistance. Pour vous présenter finalement cette résistance, quelques travaux qu'on a menés en collaboration, soit avec des équipes de l'IRD, de l'Institut Pasteur, ou après des équipes universitaires. Quand on regarde un peu ce qui se passe finalement au Sénégal, que ce soit aussi bien à Dakar ou plus au sud à Dielmo ou à Ndiop, on arrive maintenant à plus de 60% de résistance in vitro à la chloroquine. Même chose pour le Gabon, finalement, avec Libreville, on est à plus de 95% de résistance à la chloroquine. Djibouti, plus de 95% de résistance. Et la dernière étude qu'on vient de terminer au Congo, donc en 2005-2006, avec finalement plus de 80% aussi de résistance in vitro à la chloroquine. Et en fait, on pourrait, sur la même carte, aller regarder les différentes molécules. Finalement, on commence à avoir de la résistance à d'autres molécules, que ce soit par exemple le fansidar, sulfadoxine pyrimétamine. Donc encore très peu en Afrique, mais beaucoup en Amérique du Sud et beaucoup aussi en Asie du Sud-Est. Donc revenons à la chloroquine, quelques mots sur la chloroquine. C'est une amino-4-quinoléine qui a été finalement synthétisée après-guerre. Elle se concentre, c'est une base faible, elle va se concentrer finalement dans les cellules pour aller se concentrer jusqu'au point ultime qui est la vacuole digestive, lieu où se fait finalement une grosse partie du métabolisme du parasite. Elle a une concentration maximum qui est assez rapide, qui varie de 1 à 8 heures, et une demi-vie, c'est-à-dire qui est assez longue finalement, puisque la demi-vie est à peu près de 2-3 jours, ce qui fait qu'au bout de 2 mois, on a toujours des traces de chloroquine donc dans le sang. Ça reste un médicament de choix. Bon, c'était le médicament présomptif du paludisme en zone d'anémie. Ça le devient un peu moins du fait de la résistance, mais encore en Afrique, c'est assez utilisé. C'est le traitement curatif du paludisme, que ce soit à vivax, à ovalé ou à malarié.
Problème aussi, on commence à avoir de plus en plus de résistance donc, de P. vivax à la chloroquine, et notamment dans tout ce qui est Amérique du Sud, Guyane, on a de gros problèmes. En chimioprophylaxie, finalement, associé au proguanil, c'est toujours utilisé finalement dans les zones où la chloroquinorésistance est assez faible. Comment elle agit cette chloroquine? D'abord, il faut qu'elle rentre. Donc c'est une base faible, elle va pénétrer finalement un certain nombre de compartiments pour aller finalement du sang jusqu'à la vacuole digestive. Et comment elle agit? Il faut savoir déjà que le parasite va dégrader donc l'hémoglobine, le métabolisme, il va dégrader l'hémoglobine de l'hôte en ferriprotoporphyrine 9, qui est toxique pour lui. Donc finalement, il va avoir un système de détoxification, il va lier un certain nombre de protéines pour synthétiser finalement une forme cristallisée qui est l'hémozoïne. Et cette hémozoïne donc est non toxique pour le parasite. Avec la chloroquine, finalement, la chloroquine va aller se lier en quelque sorte à la place de la protéine, à la ferriprotoporphyrine 9. Et donc ce complexe ferriprotoporphyrine 9 plus chloroquine va être toxique pour le parasite. C'est un des mécanismes d'action donc, de la chloroquine. Donc une image à microscopie électronique, on voit finalement la vacuole digestive. On voit pas très bien le pH. Donc un pH, on va dire neutre à basique au niveau du plasma pour aller jusqu'à un pH qui est acide autour de 5, en fait 5,2 à l'intérieur de la vacuole digestive. Donc finalement la chloroquine base faible va pouvoir pénétrer tous ces compartiments pour aller s'accumuler dans la vacuole digestive. Et en fait elle s'accumule en compte qu'il y a un facteur pour, en gros, une chloroquine dans le plasma, on va retrouver jusqu'à 600 chloroquines, il y a un facteur de 600 donc d'accumulation. Ce qu'on voit là, mais quand on regarde finalement entre une souche chloroquinosensible et une souche chloroquinorésistante, on a une différence de cette accumulation. Chez la souche sensible, donc, on a à peu près une molécule à l'extérieur pour 600 molécules dans la vacuole digestive. Quand on va mesurer ce qui se passe au niveau de la souche chloroquinorésistante, pour une molécule à l'extérieur, on va retrouver seulement 15 molécules à l'intérieur de la vacuole digestive. Quelles sont les hypothèses sur les mécanismes de résistance à la chloroquine? Le premier, c'est est-ce que cette molécule finalement est effluée, va ressortir de la vacuole et du parasite? Donc est-ce qu'il y a une pompe qui permet finalement cet efflux de chloroquine? Est-ce que cette pompe est un peu ce qu'on retrouve dans les cellules cancéreuses, résistantes, en fait de type P-glycoprotéine, donc des pompes de type MDR, multidrug résistance? Est-ce que finalement, ce n'est pas une diminution de l'entrée? On a moins de chloroquine finalement qui rentre à l'intérieur du parasite. Une autre possibilité, c'est qu'on vous ai montré cette entrée de chloroquine est pH dépendante, puisqu'il faut qu'on ait finalement un gradient de pH étant basique à l'extérieur vers très acide à l'intérieur. Est-ce que finalement on ne peut pas avoir une modification du gradient de pH qui jouerait sur l'entrée de chloroquine? Pareil, pour être active, cette chloroquine, elle doit se lier à la ferriprotoporphyrine 9. Est-ce qu'on peut avoir des diminutions d'accessibilité à cette ferriprotoporphyrine? Finalement, un peu moins de ferriprotoporphyrine qui va lier la chloroquine. Et c'est pareil, cette liaison ferriprotoporphyrine 9 et chloroquine est pH dépendante. Donc si on joue sur le pH, finalement, on va diminuer cette liaison. Un petit schéma pour montrer un peu ce qui existe au niveau des pompes, au niveau du transport vacuolaire et de la résistance. Finalement, de ce côté-là, on a le cytosol, et là on a la vacuole digestive, l'intérieur de la vacuole digestive. Donc il a été montré, il a été identifié une pompe qu'on appelle PF-CRT, pour Plasmodium falciparum chloroquine résistant transporteur.
qui serait une pompe d'efflux qui pourrait intervenir dans la résistance à la chloroquine. Il existe aussi un certain nombre de pH qui ont été, de pompes qui ont été identifiées donc chez les Plasmodium falciparum. Ce sont des pompes qui pourraient intervenir dans le pH. Et au final, une autre pompe de type PGH1, donc MDR-like, qui pourrait aussi intervenir, qui est une pompe d'efflux, et qui pourrait intervenir dans la résistance aux antipaludiques. Je résume un peu, finalement, il pourrait exister donc un certain nombre de pompes qui feraient ressortir donc la chloroquine. Le premier candidat, finalement, c'est la pompe de type PFM-MDR1, de type multidrug résistance-like. Donc il a été identifié deux gènes, PFMDR1 et PFMDR2. Ce sont des gènes donc, qui sont homologues aux gènes MDR, donc multidrug résistance des cellules cancéreuses. Donc, elles appartiennent à la famille des ATP binding K7 et elles ont pu être clonées donc chez Plasmodium falciparum. On a trouvé PGH1, une protéine, donc qui est le produit d'expression de PFMDR1, qui est localisé donc dans la membrane de la vacuole digestive et qui pourrait intervenir donc dans le transport de drogue. Donc, dans cette famille des ABC protéines, finalement, et de type MDR-like, on trouve un certain nombre de protéines, donc le type, on va dire PGP avec PFM-MDR1, qui a deux gros domaines transmembranaires et deux autres domaines en dehors donc de la membrane. Et on retrouve le deuxième type qu'on appelle TAF cluster, qui sont les protéines de type MDR2. Plus après, il a été identifié, mais pas chez Plasmodium falciparum. Aussi, celle-là aussi. Donc, mais on ne sait pas du tout de type MRP. Donc il y a actuellement, enfin, il y a très peu de temps, une publication qui est sortie. On en reparle un peu plus tard. Finalement, ces protéines pourraient intervenir dans la résistance, mais pas à la chloroquine, mais à d'autres molécules comme la quinine. Et donc même chose, type MRP. Donc quel est le rôle finalement? La première hypothèse, c'est que cette molécule, PGH1, finalement cette protéine, permettait de faire ressortir, était une pompe d'efflux, permettait de faire ressortir la chloroquine qui était à l'intérieur de la vacuole digestive. Et donc, finalement, si on avait une expression plus importante de PGH1, on devait avoir une résistance à la chloroquine. En fait, il a été montré qu'il n'y avait pas du tout de corrélation entre la résistance et le niveau d'expression de PGH1. Et que même, finalement, on avait certains clones qui étaient chloroquinorésistants, qui pouvaient être associés à une diminution du nombre de copies, finalement, de PFMDR1. Et a priori, cette pompe n'effluait pas la chloroquine. La deuxième possibilité, si elle ne permettait pas les flux, finalement, elle pouvait peut-être permettre une entrée de chloroquine. Et si pour une raison quelconque elle a été mutée, finalement, on n'avait plus de chloroquine qui rentrait à l'intérieur du parasite. Donc, il a été identifié un certain nombre de mutations, dont les principales, donc, une mutation sur le codon 86, 1042 et 1246. Et c'est pareil, il a été montré que finalement, on pouvait avoir des souches résistantes qui avaient cette mutation, mais un certain nombre de souches résistantes qui n'avaient pas ces mutations. Donc il n'y a pas eu de corrélation entre résistance à la chloroquine et la présence ou non de mutations sur PFMDR1. On est arrivé à une troisième hypothèse. Finalement, cette protéine pouvait être liée quelque chose qu'on a appelé un canal finalement qui permettait l'entrée d'ion chlore. Et en fait, ça permettait de réguler le pH, comme on a vu tout à l'heure. Finalement, le pH est important puisque c'est lui qui va permettre la liaison entre la chloroquine et la ferripratoporphyrine 9. Deuxième candidat,
qui est actuellement quasiment le seul retenu maintenant, qui est PFCRT, donc chloroquine résistance transporteur, qui est une protéine de la famille des DMT, donc des Drug Metabolite Transporteurs. Et une de ces caractéristiques de cette famille, c'est qu'ils ont 10 segments transmembranaires. Donc, elle a été identifiée, donc on a une vacuole digestive, donc en microscopie électronique, en utilisant des anticorps couplés à l'or. Finalement, ces protéines ont été identifiées dans la membrane de la vacuole digestive. Donc, après, cette protéine a pu être séquencée, et finalement, donc avec, on va pas le griser parti, donc avec les... En fait, là, il y a un premier segment transmembranaire, théoriquement, il devrait y avoir grisé qui présentait donc les 10 segments transmembranaires, et c'est sur la plupart de ces segments transmembranaires où on a des mutations. Donc on a pu étudier le polymorphisme entre les souches chloroquino-résistantes et chloroquino-sensibles. Et plus particulièrement, il a été montré qu'une mutation était importante. C'était la mutation finalement sur le codon 76 avec apparition d'une tréonine dans les souches chloroquino-résistantes. En fait, quand on regarde, suivant l'origine de l'isolat, chez les souches chloroquino-sensibles, on a quasiment tout le temps, finalement, si on regarde par rapport quand on regarde sur cet haplotype, donc là, sur ces mutations-là, finalement sur cet haplotype, donc quand on a des cellules qui sont sensibles, on a toujours, donc ça c'est le codage des protéines, CVMNK. Et donc en 76, on a une K. Quand on a résistance, une souche chloroquino-résistante, on a toujours finalement remplacement par une tréonine. Quelle que soit la souche résistante, on va toujours retrouver cette mutation. Après, les autres mutations dépendent un peu finalement du pays d'origine. On rend compte qu'en Afrique et en Asie, on a le plus souvent finalement, sur le codon 74, 75, 76, donc IET. Et quand on regarde des souches qui viennent plutôt Amérique du Sud, donc tout ce qui est Philippines aussi, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Indonésie, on a plutôt des souches qui vont avoir cet haplotype, donc MNT. Donc au début c'était ce qui était admis par tout le monde, finalement, en séquençant maintenant un plus grand nombre de souches, on se rend compte que finalement, même quand on regarde au Brésil, on a découvert qu'au Brésil, finalement, on avait des souches qui étaient CVIET, exactement ce qu'on retrouve finalement, que ce soit en Asie ou en Afrique. Donc a priori, il y a des souches qui ont été importées aussi, et maintenant on commence à avoir un croisement avec différentes haplotypes. C'est pareil, quelque chose qui a été montré essentiellement en Amérique du Sud, et pour tout ce qui est aussi Indonésie, etc., c'est que sur ce codon 72, on avait toujours finalement C, on peut avoir finalement une mutation par une protéine S. Mais c'est pareil, on ne retrouve pas tout le temps cette mutation. Donc finalement, un certain nombre de mutations peuvent servir comme marqueurs génétiques pour aller finalement contrôler la résistance à la chloroquine. Donc en allant étudier, c'est ce qui se fait maintenant dans la plupart des publications, on va seulement voir ce qui se passe au niveau du codon 76. En fait, il faut savoir, il a été montré qu'un certain nombre de souches sensibles pouvaient avoir cette mutation. Et que donc, suivant les pays, on surestimait la résistance à la chloroquine. Une étude s'est faite au Mali. Au Mali, ils ont montré que finalement, quand on regardait par rapport à ce qui se passait in vivo, la résistance à la chloroquine, il fallait diviser en gros par un facteur 2 ce qu'on trouvait donc par la biologie moléculaire sur K76. Donc on surestimait finalement qu'il y avait
peu près 50% de souches qui étaient mutées et pourtant qui étaient sensibles. Bon. Donc pour la chloroquine, a priori tout le monde est d'accord, elle serait fluée par une protéine, donc PFCRT. Pour montrer, finalement, quand on regarde ce qui se passe un peu au niveau des autres molécules, comme pour les aminoalcools de type méfloquine et allophantrine, il semblerait finalement qu'elle soit effluée par la protéine, la pompe de type PGH1. Alors pourquoi finalement s'intéresse à la résistance à la chloroquine et pourquoi finalement essayer de la réverser? La chloroquine était la molécule qui était le plus utilisée et qui le reste encore en Afrique, puisque dans beaucoup de pays on utilise en première intention encore la chloroquine, même si certains pays maintenant commencent à passer au fansidar, donc sulfadoxine plus pyrimétamine. Finalement, quand on regarde le coût d'un traitement, c'est quand même la molécule qui était le meilleur marché. Et de loin, par rapport aux nouvelles molécules maintenant qu'on va nous proposer, que ce soit la Tovacone plus Proguanil, donc la Malarone à 40 €, dérivé de l'artémisinine, ça va, c'est moins cher, c'est 2 € plus après la molécule qu'on va associer. Mais bon, ça reste quand même la molécule la moins chère. Donc si on peut trouver finalement quelque chose qui soit aussi bon marché à associer à la chloroquine, c'est un challenge qui est intéressant. Qu'est-ce qu'un réverseur finalement? Un réverseur, c'est une molécule qui n'a pas ou peu d'effet antipaludique quand elle est utilisée seule. Et finalement, quand on va l'associer à la chloroquine, finalement, on va diminuer, chez les souches chloroquinosensibles, on va diminuer leur CI50, concentration inhibitrice 50%, jusqu'à finalement au niveau d'une souche qui serait chloroquinosensible. Quelques exemples finalement de molécules avec les plus étudiées. La plus étudiée, ça a été le verapamil. En fait, la plupart, même quasiment toutes ces molécules, n'ont été étudiées qu'in vitro. Il y a juste une ou deux qui ont ont eu des études in vivo. Finalement, à chaque fois, ça a été assez négatif. Donc, elles appartiennent la plupart à des grands groupes chimiques ou à des grandes familles. Donc, on a les inhibiteurs calciques, donc avec le verapamil, donc la plus étudiée. On a un groupe avec les inhibiteurs de la calmoduline, avec, donc la plupart c'est les phénothiazines. Donc on se rend compte là qu'on passe à un système, finalement on a des molécules avec 3 cycles. Et on retrouve que dans la plupart des réverseurs, on trouve toujours 3 cycles. Donc un autre groupe qui est finalement les antagonismes des récepteurs histaminiques. Et pareil, finalement, quand on regarde, on retrouve ces 3 cycles. Donc, la prométhazine a été utilisée in vivo, donc associée à la chloroquine, et les résultats ont été négatifs. Je vous parlais de molécules sur lesquelles on travaille. J'aurais pu citer dans ces molécules la malagachine, qui est une des seules finalement molécules d'origine naturelle, on va dire, qui a été testée en réversion, puisque toutes sont des molécules de synthèse. Donc nous on travaille sur des molécules qui sont des dihydroanthracènes. Pour remarquer finalement, on retrouve cette forme tricyclique. Donc finalement ces molécules sont des réverseurs de la chloroquinorésistante. Donc c'est un sujet de Méthésarde, donc, Maud Henry. Elle a montré finalement que ces molécules pouvaient diminuer donc la concentration inhibitrice 50% des souches chloroquinorésistantes sans affecter celle des souches chloroquinosensibles. D'autre part, quand je vous parlais tout à l'heure de l'accumulation de la chloroquine, on a montré que finalement, quand on associait ces dihydroanthracènes, on pouvait augmenter d'un facteur jusqu'à 25 finalement l'accumulation de la chloroquine dans les souches résistantes. Donc, quand on voyait tout à l'heure une souche chloroquino-résistante où on avait à peu près un facteur d'accumulation de 15, finalement on pouvait le multiplier par 25 et on le ramène au niveau finalement d'une souche chloroquino-sensible.
Voilà un certain nombre de molécules que l'on a testées. On avait à peu près là une trentaine d'isolats, et on a testé donc nos réverseurs à une concentration de 0,5 micromolaire. On a à peu près 15 souches. On devait avoir 10 souches qui étaient chloroquinosensibles et une vingtaine de souches chloroquinorésistantes. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des souches chloroquinosensibles, voilà donc la moyenne médiane donc, de nos souches chloroquinosensibles. Finalement, quand on ajoute que ce soit nos molécules qui sont appelées BG plus un numéro, ou d'autres molécules plus ou moins de référence, comme le verapamil, la réserpine, cyproheptadine, kétotifène, nicardipine ou chlorpromazine, finalement on a toujours la même CI50. Il n'y a pas de variation. Donc avec une CI50 moyenne qui est autour de 20-25. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des souches chloroquino-résistantes, voilà, avec notre chloroquine seule, avec finalement une moyenne qui est autour de 250-300. Et finalement, quand on les associe aux autres molécules, on se rend compte qu'on diminue bien la CI50 pour la ramener finalement pour un certain nombre de molécules, à peu près là ce qu'on a mis le trait, c'était notre moyenne qu'on avait ici de 20-25. Donc on a bien des souches qui, d'une part, deviennent chloroquino-sensibles puisque notre CI50, notre seuil est autour de 100, donc elles sont en dessous de 100, et en plus elles sont bien ramenées à un niveau des souches chloroquino-sensibles. Sauf deux, qui ne marchent pas du tout finalement, la réserpine et puis la nicardipine. Quand on regarde sur d'autres molécules, qu'est-ce qui se passe finalement avec la monodéséthylamodiaquine, qui est une autre aminocatinoléine, donc même famille que la chloroquine. Finalement, quand on regarde sur les souches monoamodiaquine sensibles, finalement on a à peu près une CI50 moyenne et qui ne va pas varier que l'on rajoute ou non, donc finalement nos réverseurs. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la souche chloroquino-résistante? On a une moyenne autour de 100. Et bien finalement pour la plupart des souches, on diminue, et on ramène bien finalement à ce seuil, pour ce qu'on avait à peu près là, dans les 40-50, on ramène bien pour la plupart de ces réverseurs à un seuil de souches chloroquinosensibles. Sauf ces deux toujours, nicardipine et réserpine, où finalement on n'a pas du tout d'effet donc de réversion. Donc finalement on a deux molécules qui a priori pourraient agir pareil, chloroquine, monodéséthylamodiaquine, même famille, etc. Et qui pourraient être effluées finalement par la protéine de pompe PFCRT. Hop, un peu vite. Et finalement, nos réverseurs, a priori, ils iraient bloquer cette pompe, finalement, ce qui permettrait une accumulation finalement de chloroquine qui resterait à l'intérieur, ou de monodéséthylamodiaquine qui resterait à l'intérieur de la lacuole digestive. On va été voir ce qui se passait au niveau de la quinine. Donc quinine, pareil, autour de 200 nanomolaires, donc les souches chloroquinosensibles. On rajoute nos molécules, finalement, pas de changement significatif. Souches quinino-résistantes, autour de 600-800. Finalement, on diminue bien en utilisant les réverseurs. Mais on a juste une diminution, finalement, de CI50. Pour certaines, on passe en dessous du seuil qu'on s'est donné de 500 nanomolaires, mais on ne ramène pas, finalement, au niveau des souches qui sont sensibles à la quinine. Donc on a une réversion qui est partielle. Et toujours quand on regarde finalement nos molécules, donc réserpine, nicardipine, mais là je pense que c'est plus un problème d'une molécule, donc on est en train de refaire les manips, mais a priori pas d'effet de ces deux molécules. Qu'est-ce qu'on sait au niveau de la quinine? La quinine, a priori, elle pourrait être effluée par notre pompe PFCRT. Donc nos réverseurs, finalement, iraient bloquer cette pompe et
on aurait finalement une réversion partielle. Pourquoi partielle? Parce qu'a priori, il y aurait d'autres pompes qui pourraient intervenir dans la résistance à la quinine. Donc cette pompe, PFM-MRP, donc qui est une pompe de la famille, on l'a vu tout à l'heure, de ATP binding cassette, donc de type MDR-like. Donc ça, c'est une publique qui est sortie au mois de mars, donc toute fraîche, où ils ont montré a priori qu'on pourrait avoir donc une relation entre un certain nombre de mutations sur cette pompe et une résistance à la quinine. Autre possibilité, finalement, on pourrait toujours avoir une action sur PGH1 qui pourrait intervenir aussi dans la résistance à la quinine. A priori, donc, avec nos résultats, on pourrait penser qu'on agit finalement, comme tout à l'heure, sur cette pompe, et qu'on n'agirait pas ou peu sur cette pompe-là, et c'est pour ça qu'on aurait une réversion partielle. Les résultats que je vais vous montrer sur la mefloquine pourraient faire penser que finalement, par rapport à ce qu'on a à la mefloquine, que finalement, cette pompe PGH1 n'interviendrait pas dans la résistance à la quinine. Ça reste encore à démontrer. Et une quatrième pompe, mais finalement qui est une pompe qui agit sur le pH. Pareil, c'est une publication qui est sortie il y a 2-3 mois, avec une pompe PF-NHE pour natrium H+, exchanger, en fait, une pompe pH. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la mefloquine? La mefloquine, pareil, souches qui sont sensibles à la mefloquine, donc avec a priori, donc là on n'a pas encore tous les résultats, hein, j'ai fait ça juste avant de partir, il semblerait, bon, a priori qu'on n'a pas d'effet sur les souches chloroquinosensibles. Quand on regarde les souches chloroquinorésistantes, finalement on diminue aussi la CI50, mais pareil, c'est très partiel, on ne revient pas à un niveau de souches chloroquinosensibles, mefloquinosensibles. Mais par contre, là, on se rend compte que la réserpine, finalement, a une action, et une cardipine, pareil. En fait, il faut savoir que la réserpine, dans les cellules résistantes, les cellules cancéreuses résistantes donc aux anticancéreux, est une des molécules qui agit sur l'équivalent donc de PGH1, sur les P-glycoprotéines. En fait, c'est pour ça qu'on avait rentré dans un screening, en pensant finalement que ça pourrait être une molécule qui agirait sur PGH1. En fait, si on retient cette hypothèse, on aurait bien finalement une action sur PGH1, donc on bloquerait, mais a priori il doit exister d'autres pompes qui effluent la mefloquine, et c'est pour ça aussi qu'on aurait une réversion qui n'est que partielle. Et donc par le fait où on pourrait avoir finalement cette action sur PGH1, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'a priori on pourrait penser que PGH1 n'intervient pas dans les flux de la résistance à la quinine. Donc maintenant on est en train d'analyser finalement sur ces 30 souches les séquences donc entières de PFCRT, PFMDR1, PFMRP, PFNHE pour voir finalement et comparer, voir si on a une corrélation entre résistance, que ce soit la chloroquine, la modiaquine, quinine ou mefloquine, et puis finalement avec une réversion, éventuellement avec une réversion potentielle donc à ces molécules, et voir par rapport aux mutations qu'on peut trouver sur ces différents gènes. Donc c'est le gros travail qu'on est actuellement en train de faire. Je vous remercie.